Le programme de la matinée va commencer par un rappel sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou peut-être de l'information pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, qu'est-ce que l'obligation des travailleurs en situation de handicap pour ce qui s'agit de l'emploi? Ensuite, on fera un focus sur les aides financières parce que je pense que c'est une partie des questions que vous vous posez ou sur lesquelles vous pensez ne pas être à jour éventuellement. Et puis, en dernier point, on fera un focus sur l'aide au recrutement et au suivi des salariés qui sont dans une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap qu'on appelle dans le jargon professionnel, pour ceux qui ont plus l'habitude de travailler là-dedans, l'OETH très exactement. Donc il s'agit en fait d'imposer aux employeurs de plus de 20 salariés de recruter et d'employer un pourcentage de l'effectif total qui relève de 6% de personnes qui ont une RQTH, donc ce qu'on appelle une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Cette obligation d'emploi ne concerne que les entreprises, associations employeuses et collectivités de plus de 20 collaborateurs. Mais tous les employeurs, y compris ceux qui ont moins de 20 salariés, doivent déclarer leur OETH sur la plateforme Net Entreprise, qu'on appelle aussi la DSN, quel que soit l'effectif employé, même s'il est égal à 0, parce qu'il n'y a pas d'obligation à respecter, il y a l'obligation de déclaration. Il y a du coup une loi qui a évolué en 2019, on va en parler juste après, et deux grosses évolutions vont là vous intéresser plus spécifiquement, et l'une de ces deux évolutions, c'est celle-ci, c'est le fait que les entreprises et employeurs de moins de 20 salariés se trouvent à présent dans l'obligation de déclarer leurs effectifs RQTH, alors qu'avant, seuls les employeurs qui avaient l'obligation d'emploi avaient également l'obligation de déclaration. Et donc, cette obligation d'emploi, elle concerne tous les salariés ou agents, quelle que soit la nature de leur contrat. Et j'entends par là que ça peut être effectivement un CDI, un CDD, de l'intérim, mais également de l'alternance. Et même les stagiaires peuvent être concernés. Donc, cette fameuse loi 2019 qui a vu faire en sorte que la loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a évolué, avait un objectif assez simple, si on peut dire, c'était de faciliter un petit peu les choses. Parce que c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on peut mettre derrière le handicap avec toutes les représentations que ça peut nous amener, c'était administrativement parfois un peu compliqué de s'y retrouver et on a voulu faciliter les choses à la fois pour les employeurs, mais aussi dans un objectif de faciliter la mise en emploi des personnes relevant d'une RQTH. Donc, le premier objectif, ben, c'était ça, c'était de pouvoir faciliter l'employabilité de ces personnes avec cette spécificité. La deuxième, je vous l'ai dit, c'était de simplifier les démarches d'un point de vue et d'un autre de façon à ce que cette employabilité soit réalisable. Et la dernière option, eh ben, c'était de valoriser toutes ces démarches puisque l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, bien sûr, ça relève d'une obligation légale, mais on le verra un petit peu plus tard, c'est aussi un moyen de valoriser les collaborateurs, mais également l'entreprise et d'en faire aussi une force d'impact selon l'angle de vue qu'on peut y mettre.
Donc, le taux, il est fixé à 6% minimum. Ça veut dire que si jamais vous voulez recruter plus de personnes que le 6% obligatoire, et bien entendu, vous pouvez le faire. Ce taux de 6%, il a été imposé par la loi de 1987, qui a été la première loi en lien avec l'OETH, et il n'a pas évolué depuis. Mais tous les 5 ans, le Parlement et les organismes spécialisés dans l'accompagnement des personnes relevant d'une RQTH rediscutent et renégocient ce taux. Et donc, tous les 5 ans, il est possible que le Parlement impose que ce taux soit revalorisé. Alors, à mon sens, il ne le sera jamais à la baisse, peut-être plus à la hausse. Mais pour rappel, du coup, depuis plus de 30 ans, il n'a pas évolué. Il est resté au taux de 6%. Et donc, comme on l'a dit sur la slide précédente, tous les employeurs sont mobilisés, c'est-à-dire que tous doivent assurer la déclaration de leurs effectifs RQTH sur leur déclaration sociale nominative qu'on trouve via Net Entreprise. Et à partir de 20 salariés, eh bien, la déclaration perdure bien évidemment, mais le taux d'emploi de 6% est imposé. Et là, effectivement, il faut pouvoir assurer les calculs nécessaires dont on parlera un petit peu plus loin. Alors, le deuxième point dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'évolution en lien avec la loi de 2019, eh bien, ce sont les dépenses déductibles qui ont été révisées. Donc, qu'est-ce que c'est que les dépenses déductibles? Ce sont toutes les dépenses qu'un employeur ou une entreprise peut faire pour venir compenser le fait qu'elle ne répond pas à ses obligations d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, en fait, depuis la loi de 2019, le type de dépenses déductibles a beaucoup été réduit, puisqu'avant, il y avait 13 catégories. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Et ces dépenses déductibles ne doivent pas dépasser les 10%. Donc, la première dépense qu'il est possible de mettre en avant pour compenser la non-employabilité d'un travailleur handicapé, c'est la réalisation de diagnostics et de travaux d'accessibilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre structure, votre établissement, s'il met en œuvre un diagnostic et des travaux d'accessibilité pour les personnes considérées ce qu'on appelle PMR, personnes à mobilité réduite, quel que soit le souci de mobilité, ce peut être une personne avec un fauteuil roulant, une personne qui aurait la nécessité d'avoir accès à un ascenseur parce que ne peut pas monter ou descendre des marches. Ça peut être également par exemple, sur les marches, de pouvoir mettre en place des petites bornes spécialisées pour les personnes qui ont la nécessité de se faire guider par des bandes rugueuses. On parle ici des personnes qui sont malvoyantes. Ce sont quelques exemples parce que souvent on est sur un handicap physique quand on parle de travaux d'accessibilité, mais il y en a plein d'autres, mais c'était un petit peu pour vous donner quelques exemples imagés. Donc vous pouvez faire réaliser des diagnostics et des travaux d'accessibilité, soit pour vos collaborateurs directement, soit également peut-être pour vos clients, vos fournisseurs, vos usagers dans leur ensemble. D'accord? C'est peu importe pour qui est destinée cette accessibilité, c'est la démarche de faciliter l'accessibilité de votre structure qui va être valorisée. La deuxième dépense qui peut être déductible de l'employabilité des personnes relevant d'une RQTH, c'est le fait de faire des démarches pour maintenir dans l'emploi les personnes qui se trouveraient en difficulté sur leur poste à cause de leur handicap. Donc, l'objectif, c'est justement d'éviter le licenciement pour inaptitude et de favoriser la reconversion professionnelle si jamais on doit en arriver jusque-là. Donc ça, pour l'entreprise, ça nécessite parfois de financer de la formation, de financer des accompagnements spécifiques pour aider le collaborateur à faire le point sur son projet professionnel au regard du handicap qui forcément vient s'interposer dans les projets. Voilà, donc ça relève également de l'entreprise et c'est une des dépenses que l'on peut mettre comme déductible pour compenser la non-employabilité de personnes relevant d'une RQTH.
La dernière dépense déductible, ce sont les prestations d'accompagnement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les actions de sensibilisation et de formation de l'ensemble des salariés. Donc là, il y a en réalité deux aspects. Le premier aspect va un petit peu en complément du deuxième, même si on est moins dans l'obligation d'une reconversion ou d'un projet professionnel à construire. C'est juste l'idée quand même de mettre à disposition des accompagnements spécifiques pour ces personnes qui ont parfois un besoin spécifique. Et l'autre action, c'est de faire réaliser par des organismes prestataires extérieurs reconnus dans le domaine, de leur proposer de venir sensibiliser vos salariés dans leur ensemble et pas uniquement les salariés relevant d'une RQTH. Donc, grosso modo, si vous organisez une journée de formation pour l'ensemble de vos collaborateurs sur la thématique du handicap au travail, par exemple, eh bien, ça peut relever d'une dépense déductible pour faire face à la non-employabilité de personnes relevant d'une RQTH. Mais il faut que ce soit fait par un organisme extérieur et habilité. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, sinon ce ne sera pas reconnu. Et donc, bien entendu, comme je l'ai dit juste avant, ces dépenses déductibles sont réduites au nombre de 3 catégories depuis la loi de 2019, mais par contre, le plafonnement n'a pas changé. C'était déjà le cas avant. Quelles que soient les dépenses, il n'y a pas plus de 10% de la contribution qui doit correspondre à ces dépenses. Ça veut dire que si vous avez un pourcentage peu élevé d'obligations d'emploi, eh bien, les 10% seront également peu élevés. C'est un calcul plutôt logique. Et donc, ça veut dire qu'en fonction des dépenses déductibles que vous choisirez, il faudra voir le reste à charge que ça vous imposera de calculer. Et donc, malgré tout, ça ne vous empêchera pas de répondre de votre obligation d'emploi, puisque les 10% ne vont pas assurer la totalité du pourcentage d'obligation. Donc, il faut quand même aller chercher et faire en sorte de trouver les profils qui permettent de répondre à votre obligation d'employeur. Donc, depuis la loi de 2019, il y a aussi l'exonération qui a un petit peu évolué. Il est passé à 5 ans pour toute entreprise qui se crée ou qui passe le seuil de l'obligation. C'est-à-dire pour toute création d'entreprise ou pour toute entreprise qui dépasse le seuil des 20%, qui est donc le seuil de l'obligation de l'emploi de travailleurs handicapés, pendant 5 ans, cette entreprise est exonérée et n'a pas l'obligation de subvenir à son obligation. L'objectif, c'est de permettre à l'entreprise, à l'employeur, d'avoir un temps dédié justement pour préparer les dépenses qui vont être liées à cette obligation, le temps que le chiffre d'affaires augmente, se mette en place, etc. Parce que c'est vrai que quand on crée son entreprise ou bien qu'on passe le seuil des 20 salariés tout juste parce qu'on est en train de monter en termes d'activité, ce n'est pas le moment pile où forcément on va avoir de quoi assurer les dépenses liées à l'emploi d'une personne relevant d'une RQTH, parce que parfois ça nécessite des engagements financiers. Donc on laisse le temps justement de préparer financièrement cet accueil correctement. Donc au bout de 5 ans, bien entendu, l'obligation, elle devient officielle, mais on laisse 5 ans à l'employeur pour gérer ça. L'année de référence pour le calcul de l'obligation pour toutes les autres entreprises qui ne relèvent ni de la création ni du passage de seuil, c'est l'année à partir de laquelle l'obligation se crée. D'accord? Donc, même pour l'exonération, si par exemple cette année vous avez passé le seuil, c'est à partir de cette année qu'on compte les 5 ans, pas à partir de l'année prochaine. Et pareil, si vous avez
un seuil qui passe dans un sens ou dans l'autre, c'est à partir aussi de l'année de référence qu'on va pouvoir recalculer les choses. Parce qu'il est possible aussi que le seuil soit passé dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt une entreprise qui verrait le nombre de ses collaborateurs descendre en dessous de 20 et donc ne plus se voir être dans l'obligation d'employer des personnes relevant d'une RQTH. Et donc, il est aussi possible que, en fonction de l'activité, le seuil soit fluctuant et qu'on tourne autour de 20, mais qu'on n'y soit pas régulièrement ou toute une année entière, ou parfois pendant plusieurs années et puis on y repasse. Donc, bien entendu, dès qu'on passe le seuil d'en dessous les 20, l'obligation est suspendue et elle est suspendue jusqu'à ce qu'on repasse le seuil des 20. D'accord? Donc, il y a vraiment la prise en compte de ce seuil qui va être calculé à peu de choses près. Je ne vais pas exagérer en vous disant que c'est au jour le jour. Donc, on en arrive à une première petite pause question. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et donc, Anissa, Elsa et Anaël ne vont pas hésiter à me les transmettre. Est-ce qu'il y a eu des questions qui... Non? Ok. Donc, Il n'y a pas de questions, Audrey, tu peux pas de questions. Merci. suivre. Très bien. Donc, pour information, à partir de cette slide, vous verrez sur le bas de gauche toujours le QR code qui s'affiche ici à votre disposition. En le flashant, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir un petit questionnaire demandant à être recontacté si vous souhaitez poser plutôt vos questions en individuel et que vous auriez besoin qu'on personnalise les informations selon la situation qui vous concerne. Donc, n'hésitez pas, si j'en suis pas à un moment où je pose la question de « Avez-vous des questions ?» n'hésitez pas à utiliser ce petit QR code si vous avez peur d'oublier de nous demander. Donc, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, je l'ai dit au tout début, on a deux choses qui se font face. Il y a les représentations et il y a la réalité. Il est clair que ce midi, avec vous, on voulait vous permettre de faire le point sur votre obligation d'employeur, donc dans le cadre du droit du travail et du cadre légal. Mais l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est pas que la loi. On est dans les ressources humaines, donc bien sûr, il y a beaucoup d'humains derrière. Et c'est aussi de pouvoir vous sensibiliser à tout ce qu'on peut mettre autour et en quoi cette loi finalement n'est qu'un sujet un peu connexe et tant qu'on y met le reste en avant et donc on va aussi pouvoir vous sensibiliser autour de ces sujets. Donc, on a des représentations autour du handicap qui fait qu'on a parfois du mal à s'autoriser parce qu'on a nous-mêmes parfois certaines craintes. Qu'est-ce que le handicap peut nous renvoyer? Ça peut nous envoyer des angoisses, ça peut nous envoyer des inquiétudes, voilà, des choses sur lesquelles on n'est pas très à l'aise. Et dans ce doute-là, on préfère évacuer le sujet, ne pas y faire face parce qu'on n'est pas sûr de savoir gérer ce que ça peut provoquer en nous. Donc, c'est tout à fait normal, mais pour autant, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut dépasser cette crainte et ces angoisses parce qu'en vrai, il y a plein de jolies choses à faire derrière. Donc, la première chose, c'est d'essayer, bien entendu, de dépasser les préjugés. Le premier préjugé, c'est déjà de se souvenir coûte que coûte que 80% des handicaps sont invisibles. Eh bien, la plupart du temps, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se le dire comme ça parce que dans les représentations, on pense tout de suite à un handicap physique lourd qui pourrait créer beaucoup d'empathie chez nous, par exemple. Eh bien, en réalité, c'est faux. La majeure partie des handicaps sont invisibles et donc, sous-entendu également, sont tellement invisibles qu'ils
que parfois, ils n'impactent même pas sur les missions et les tâches professionnelles que vous pouvez confier à vos collaborateurs. Mais c'est une interrogation qu'il faut se poser en fonction du type de handicap de la personne. Deuxième sujet autour de la notion de handicap dans le cadre du travail, eh bien, ça vous permet de jouer sur la diversité des profils qui sont au sein de vos équipes. Vous autoriser à être sur le recrutement de personnes relevant d'une RQTH, c'est vous autoriser à avoir accès à un vivier de candidatures beaucoup plus élargi. Bien parce que on a parmi les personnes relevant d'une RQTH des compétences que vous ne trouvez peut-être pas parmi les personnes qui n'en relèvent pas. Plus globalement, c'est un moyen pour vous de répondre de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'en tant qu'employeur, j'ai un impact positif sur ce qui se passe autour de nous et comment est-ce que justement je contribue là pour notre thématique du jour à favoriser l'accessibilité aux personnes qui ont un handicap à l'emploi. Bien entendu, c'est également conserver les compétences parce que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce n'est pas que le recrutement, c'est aussi faire en sorte que vos collaborateurs qui peut-être ont une RQTH en cours de carrière puissent continuer à travailler à vos côtés, quitte à ce que ça nécessite des évolutions de part et d'autre. Mais c'est bien entendu, comme on le dit là, de faire en sorte que les compétences ne se retrouvent pas en dehors de la structure, surtout pas à cause d'une RQTH. La fidélisation, bien entendu, que ce soit les personnes qui sont travailleurs handicapés ou qui ne le sont pas, le fait que vous montrez ouvertement que vous avez une politique d'accueil diversifiée, laissant la place à des personnes qui justement ont des handicaps, vous fidélisez bien entendu ceux qui sont directement concernés et vous fidélisez indirectement les personnes qui sont en poste et qui n'ont pas forcément de RQTH, mais qui verront en cette capacité de diversification des valeurs dans lesquelles ils aiment se retrouver quand ils sont en entreprise. Vous le savez tous et toutes, depuis le Covid, le sens au travail, les valeurs professionnelles tiennent à cœur à une grande majorité des Français. Eh bien, c'est un des sujets, effectivement, le fait que l'entreprise soit non discriminante dans sa grande globalité, eh bien, ça peut être aussi un moyen pour le collaborateur de se dire je travaille dans une bonne boîte et j'ai envie d'y rester parce que les valeurs qu'elle met en avant sont celles qui me correspondent. Effectivement, du coup, cette façon de procéder, ça peut correspondre à ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique autour justement des valeurs qui sont liées à cette diversification et comment est-ce qu'on communique sur deux créneaux à l'interne, donc pour répondre à l'objet de fidélisation qu'on a vu juste avant, mais aussi à l'externe, que ce soit sur votre site internet, vos réseaux sociaux, vos offres d'emploi, etc. Parce que cette marque employeur va aussi toucher l'extérieur, c'est-à-dire que vos clients, vos fournisseurs, vos usagers, les personnes avec qui vous êtes amené à travailler peuvent également être sensibles à ces sujets. Et pour les entreprises qui sont sur de l'action marchande à 100% avec nous ce midi, eh bien effectivement, ça peut aller jusqu'à une perte de clientèle parce que, encore une fois, la société évolue et ces soucis de diversification, de prise en compte de l'humain se retrouvent aussi même sur une ligne de business to business. Donc effectivement, cette marque employeur, elle peut se mettre en avant dans le cadre de vos recrutements, mais aussi dans le cadre de votre activité plus large. Et donc, dernier élément qui va dans la continuité, on diversifie les partenariats, que ce soit la clientèle, les fournisseurs, les usagers ou les collaborateurs, ou même éventuellement des entreprises partenaires avec lesquelles vous avez peut-être des activités partagées. Le fait de partager des valeurs et de le montrer, forcément, ça vous ouvre des portes. Donc, au-delà de l'obligation que la loi vous impose, vous montrez
une diversité d'emplois, c'est aussi vous permettre d'avoir accès à une visibilité de votre structure positive, que ce soit pour vos collaborateurs ou pour l'externe. Et ça, c'est pas inintéressant à garder en tête. Et du coup, moi, je trouve qu'une fois qu'on a dit tout ça, on a peut-être un petit peu moins la crainte de faire face à ces angoisses parce qu'on se rend compte, voilà, qu'il y a plein d'autres choses positives qui se cachent derrière tout ça. Donc, je le rappelle, 80% des handicaps sont invisibles, mais la question que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce que je peux rencontrer les personnes qui relèvent d'une RQTH? Comment est-ce qu'on peut savoir qui sont ces personnes? Donc, il y a 3 catégories. Première catégorie, ce sont les personnes qui ont la RQTH officielle, qui est délivrée par la maison départementale des personnes handicapées. Ici, on va avoir des personnes qui ont soit juste une RQTH, c'est-à-dire que le handicap va être interrogé uniquement sur le milieu du travail, soit ce sont des personnes qui ont une carte d'invalidité, la fameuse carte qu'on peut apercevoir sur le tableau de bord des voitures pour les places qui sont réduites, soit ce sont des personnes qui touchent juste une allocation d'adulte handicapé, et bien entendu, ce sont des personnes qui peuvent cumuler ces 3 conditions. La deuxième catégorie, c'est la sécurité sociale qui va venir là les catégoriser. Ce sont des personnes qui ont une pension d'invalidité. Donc là, on est sur un taux d'employabilité qui est assez faible, mais qui, en fonction du degré handicap, peut peut-être se trouver sur certains postes. Et puis, bien entendu, on va avoir tous les salariés qui relèvent d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, avec un taux d'incapacité permanent de 10%. Et là, effectivement, encore une fois, on va venir interroger en quoi, éventuellement, il y a une inaptitude qui peut être interrogée dans le cadre du milieu professionnel. Dernière catégorie, ce sont les codes de pension militaire et les victimes de guerre, où là, effectivement, ce sont des personnes qui, dans le cadre de leur fonction militaire passée, se sont retrouvées avoir un handicap à vie au regard des missions qu'ils ont réalisées et qui, du coup, se voient dans l'obligation de ne pas pouvoir réaliser certaines tâches ou certaines missions. Donc, pour rappel, 80% des handicaps sont invisibles, je ne le dirai jamais assez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de handicaps qu'on peut tout à fait mettre sur des postes et qui nécessitent simplement parfois juste un aménagement de temps de travail, un aménagement du poste de travail. Et une fois que cet aménagement est réalisé, le collaborateur ou la collaboratrice est tout à fait en mesure de réaliser ses tâches correctement. Voilà. Donc, les différents dispositifs, on va en parler de 2 particulières juste après, mais là, j'ai voulu vous résumer brièvement. On va avoir des aides qui peuvent entrer en jeu de part et d'autre en fonction de l'objectif. Donc, on va avoir des aides qui vont être données aux salariés ou aux futurs collaborateurs dans le cadre de son handicap. Et puis, il va y avoir des aides qui vont être apportées auprès de l'employeur plutôt en fonction des actions qu'il va réaliser pour son collaborateur ou son futur collaborateur. Donc, il y a notamment des aides à l'embauche, des aides à l'accueil et à l'intégration, des aides au déplacement et des aides à l'aménagement. Donc, les aides les plus sollicitées sont l'aide à l'alternance parce que, vous le savez, l'alternance est très valorisée ces dernières années en France. Donc, il faut savoir que l'aide à l'alternance pour les personnes qui relèvent d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut aller jusqu'à 4 000 € si le contrat est de minimum 6 mois sur minimum 24 heures. Et cette aide est cumulable avec l'aide de droit commun qui est actuellement entre 5 000 et 8 000 € selon si le profil est majeur ou mineur.
Donc, j'ai indiqué les deux organismes en fonction de quel type d'employeur vous êtes. Si vous êtes un employeur relevant de autre chose que la fonction publique, c'est l'AGEFIP qui sera votre interlocuteur. Et sinon, si vous relevez de la fonction publique, c'est la FIPHFP. Je ne sais pas s'il y a une façon de prononcer, mais moi, ça me paraît un peu barbare, toutes ces lettres. Donc, voilà. Donc, il y a ces deux organismes qui sont vraiment spécialisés dans l'aide et il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux en fonction de votre besoin. L'autre aide qui va être beaucoup sollicitée, c'est bien sûr l'aide à l'accueil et à l'intégration et à l'évolution professionnelle, où là, on est sur comment est-ce que je peux permettre à mon collaborateur ou ma collaboratrice de pouvoir tout de suite être opérationnel et que ce handicap ne l'embête pas au regard des missions qu'elle va réaliser pour moi. Donc, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 3 150 €. Encore une fois, seulement si le contrat est de minimum 6 mois. Et c'est également une aide qui est cumulable avec les aides de droit commun. Les aides de droit commun, je ne vais pas vous les redéfinir ici. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà connectés avec nous fin avril sur la visio sur les aides à l'embauche. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez revoir le replay. Et donc, toutes ces aides qu'on a pu évoquer il y a un mois peuvent être cumulables avec cette aide spécifique. Donc, comment savoir si je peux bénéficier d'aide financière ou de déduction en fonction de ma situation? Sachez qu'il y a un simulateur dont je vais vous donner le lien tout de suite après. Mais là, j'ai voulu vous montrer un exemple de calcul pour que vous vous rendiez compte et que vous ayez une idée justement de comment sont calculées les aides qui peuvent vous être attribuées et les déductions qui peuvent vous être attribuées. Donc là, on est sur ce tableau sur un exemple d'une entreprise qui vient qui vient pas parce que sinon ça ne marche pas. Une entreprise qui a 20 salariés et qui recrute une personne avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pendant 3 mois sur toute l'année. Donc, on va devoir faire un calcul. À partir de 20 salariés, on est sur une obligation d'emploi de 1 collaborateur sur les 20. Et donc, du coup, ça correspond à 0,25. D'accord? Donc, après, on va venir calculer par rapport à ce qu'ils appellent le taux d'emploi. Donc, on est sur 1,2% de taux d'emploi pour cette entreprise. Et par rapport au fait qu'on n'est pas tout à fait sur l'obligation totale, puisque même si on est sur 1, on n'est pas sur 1,2 et en plus, on n'est pas sur 1,2 toute l'année, d'accord? On l'est que pour 3 mois. Donc, on va venir faire le calcul de ce qui manque pour répondre à l'obligation totale. Avec le SMIC horaire qui va rentrer en jeu. Et donc, on va tomber sur la contribution brute, c'est-à-dire que si je ne recrute pas et que je ne réponds pas de mon obligation d'emploi et que je n'ai pas de charge déductible, eh bien, voilà ce que je devrais verser pour compenser le fait que je n'emploie pas une personne RQTH sur la totalité de l'année. D'accord? Donc, dans tous les cas, si vous ne répondez pas à votre obligation, on va venir vous demander de verser cette somme, justement, qui va venir compenser. Et ce sont des sommes d'argent qui, après, sont justement réinjectées pour l'accompagnement des personnes ayant des handicaps. Donc, ce calcul peut être assez intéressant à faire parce que je ne doute pas que vous ayez la volonté de recruter des personnes pour répondre à vos obligations. Mais je peux tout à fait comprendre que vous ne trouviez pas toujours les compétences sur les postes sur lesquels vous avez de la vacance. Et donc, c'est là que c'est un petit peu compliqué à gérer pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas justement à mettre les choses bout à bout correctement, eh bien, vous pouvez utiliser ce simulateur pour savoir combien va relever votre contribution.
Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble ce simulateur. Il est sur le site de la GFIP. Le lien est mis juste en dessous, mais ne vous inquiétez pas, comme on va vous envoyer le support et l'enregistrement, on vous remettra le lien si vous le souhaitez. Et donc, vous vous laissez guider par les questions qu'on vous pose et d'office, eh bien, vous aurez une idée du taux de contribution auquel vous serez soumis. Donc, au niveau des aides au recrutement, si jamais vous ne trouvez pas les profils qui correspondent à vos besoins ou si vous ne savez pas comment les trouver, eh bien, le service public de l'emploi est votre interlocuteur privilégié pour ça. Et donc, ici, on a les 3 entrées du service public de l'emploi. Bien entendu, Pôle emploi, où il faudra vous adresser à votre agence de proximité. Il faut savoir que Pôle emploi a des services spécialisés justement dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui relèvent d'un handicap et donc, du coup, peut vous accompagner dans votre recherche de profil dans ce sens. Le Cap emploi, qui est lui sur la totalité du département et qui est vraiment spécialisé dans le handicap sur les 2 volets. C'est-à-dire que le Cap emploi 95 peut vous accompagner pour le sourcing et vous proposer des candidatures qui ont une RQTH, mais il peut également vous accompagner sur comment mobiliser les aides à l'intégration, à l'accueil du collaborateur, à la mise en place de certaines aides pour peut-être adapter le poste. Et il peut également vous accompagner sur le maintien en emploi de vos collaborateurs qui relèvent de handicap. Ils ont vraiment les 2 versants, recrutement et maintien en emploi. Et donc pour ça, ils vous proposent du suivi à vous en tant qu'employeur et ils peuvent également proposer du suivi aux collaborateurs ou aux futurs collaborateurs. Leur objectif, c'est vraiment de permettre que tout se passe bien et qu'il y ait quelque chose qui perdure. Dernier interlocuteur, ce sont les missions locales de proximité de votre structure, pareil, qui, comme pour le Pôle emploi, ont un service spécialisé dans le handicap. Et donc, il faut savoir que le Pôle emploi et la mission locale, dans leur service spécialisé de handicap, sont directement en lien avec le Cap emploi et que ces 3 services publics de l'emploi travaillent de cœur sur ces sujets. Si jamais vous ne connaissez pas votre conseiller de proximité pour l'un de ces services qu'on vient de vous présenter, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, Anissa ou moi-même, pour qu'on puisse vous mettre en relation, puisque nous connaissons les conseillers de proximité et nous pouvons vous orienter directement vers l'agence qui correspond le mieux à votre besoin et vous présenter la personne, vous donner ses coordonnées, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous demander cette mise en relation. Dernier sujet, eh bien, il existe aussi des solutions en interne pour justement venir favoriser cette obligation, ce recrutement, cette valorisation. Donc, la première solution, eh bien, c'est de renforcer, c'est-à-dire que on va venir favoriser la confiance des collaborateurs, assurer une reconnaissance professionnelle auprès des collaborateurs qui relèvent d'une RQTH ou qui y sont sensibles. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie politique interne qui vienne vraiment asseoir vos valeurs et votre volonté de bien faire pour pouvoir favoriser la confiance avec vos collaborateurs, qu'ils soient RQTH ou pas. Seconde action à mettre en place, c'est prévenir. Comment est-ce que je fais en sorte que si j'identifie un handicap ou une difficulté professionnelle qui risque de relever d'une maladie professionnelle qui va se mettre sur du long terme, comment est-ce que, en tant qu'employeur, je joue mon rôle de maintien en emploi et j'évite que la personne se retrouve licenciée pour inaptitude. Donc, l'idée, c'est de venir là assurer un suivi auprès du collaborateur
en lien avec soit le handicap déjà reconnu, soit l'accompagner vers justement la reconnaissance du handicap, parce que parfois, eh bien, c'est aussi du rôle de l'employeur de faire comprendre à son collaborateur ou sa collaboratrice que les difficultés qu'il ou elle rencontre pourraient relever d'une RQTH et que cette personne pourrait bénéficier d'un accompagnement ou d'une adaptation spécifique qui lui permettrait d'être moins en difficulté et du coup de risquer de sortir du monde professionnel. Donc c'est vraiment le rôle de l'employeur d'être dans ce rôle de prévention au regard du handicap ou d'un éventuel handicap. Et donc, dernier sujet, c'est de promouvoir, encore une fois, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on mette en avant le fait que le handicap dans votre secteur d'activité, c'est pas impossible. On promeut auprès des personnes directement concernées, mais encore une fois aussi de tous les autres collaborateurs qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs de vos structures et de vos entreprises et qui sauront aussi parler pour vous et dire que vous êtes ouvert à la diversité, que vous permettez aux personnes relevant d'une RQTH de justement pas perdre leur emploi, vous les accompagnez vers un projet professionnel qui fait que ça continue à être à vos côtés, etc. Et tout ça, effectivement, ça donne une politique de gestion qui est gagnante et pour vous et pour vos collaborateurs. Pour plein de raisons, vous attirez des compétences, vous gardez des compétences, fidélisez vos collaborateurs, vous fidélisez éventuellement des partenaires, des clients, des usagers. Et donc ça, c'est encore une fois plutôt important de garder en tête, voilà, de renforcer, de prévenir et de faire la promotion de ces actions et des évolutions professionnelles possibles. Eh bien, écoutez, on en arrive quasiment à la fin. En tout cas, sur la partie principale qui nous concernait ce midi, moi, je pense avoir dit l'essentiel. Je laisse peut-être maintenant l'opportunité à vos questions d'être posées pour peut-être aller plus loin sur certains sujets. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat pour que Anissa, Anaël et Elsa soient en capacité de me relayer ou bien de vous répondre directement. Pas de questions? Non, tout le monde est très studieux. Très bien. Écoutez, si pas de questions, n'oubliez pas, le petit QR code peut vous permettre de nous demander à être recontactés. Donc, ça peut être tout simplement parce que ça vous intéresse d'être mis en relation avec le Pôle emploi, le Cap emploi ou la mission locale dont vous dépendez. Donc, n'hésitez pas dans le formulaire, vous pouvez juste choisir cette option, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi peut-être nous indiquer que vous aimeriez juste qu'on personnalise les choses. Donc, n'hésitez pas. De quoi, juste avant de vous laisser, je vous indique nos prochains événements pour le réseau des services d'appui RH. Premier événement, le 1er juin à Aubonne, de 9 h à midi. On vous propose de venir rencontrer votre conseiller OPCO et de lui poser toutes vos questions en lien avec la formation. Donc, n'hésitez pas, si jamais les questions de formation sont des sujets d'actualité pour vous, c'est peut-être l'occasion de venir poser les questions à votre conseiller que vous n'arrivez peut-être pas toujours à joindre. Donc là, vous avez un QR code pour pouvoir vous inscrire. Mais encore une fois, on vous renverra le tout par email si jamais vous n'avez pas le temps là de gérer sur la présentation. Il y a une question. Oui, il y a une question, Audrey, donc du coup, qui était revenue aussi tout à l'heure dans le chat pendant la présentation. On nous pose la question de comment... Ah, pardon. Non, vas-y. Comment accompagner administrativement en fait les salariés dans le cadre de la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Alors, le mieux, c'est de s'adresser au Cap emploi, dont c'est vraiment le sujet et qui gère l'aspect sourcing et l'aspect maintien en emploi, comme je vous dis. Et les conseillers Cap emploi pourront accompagner le collaborateur souvent vers la maison
des personnes handicapées et leur indiqueront toutes les démarches à suivre. Mais c'est vraiment l'interlocuteur entrant, ça va être le Cap Emploi, qui est vraiment médiateur de tout en termes de proximité et qui va pouvoir vous indiquer, pour ce sujet, il va falloir entrer en contact avec la GFIP. Pour ce sujet, il faut que le collaborateur entre en contact avec la MDPH, etc., etc. Donc, administrativement parlant, c'est sûr que vous n'allez pas faire pour le collaborateur, mais vous pouvez lui permettre d'avoir un conseiller spécialisé qui va pouvoir effectivement lui proposer cet accompagnement. C'était la seule question du coup. Oui, alors il y a une question aussi qui était revenue. Je pense qu'on peut aussi, pour ceux qui ont peut-être pas accès au chat, on parlait Oui, aussi des collaborateurs qui n'osent pas en fait révéler leur RQTH, hein, mais qui oui, l'ont. Le Cap Emploi fait également des informations de sensibilisation qui sont plutôt pas mal en fait oui, et qui permettent effectivement de libérer un petit peu la parole et puis d'aller chercher au sein de nos effectifs les salariés qui sont déjà RQTH plutôt que d'être dans une logique de il faut absolument que je recrute une personne en oui, situation de handicap pour pouvoir répondre à cette obligation et voilà, on sait que sur des petites entreprises, ça peut vite c'est devenir très ça. lourd. Oui, Donc, c'est ne ça. pas hésiter vraiment à utiliser ces informations de sensibilisation et puis, voilà, je reprends les propos alors je ne sais plus le nom, de Fabrice qui nous disait, qu'il avait investi dans un fauteuil, pour un de ses salariés, effectivement pour qu'il soit en meilleures conditions pour travailler, mais qu'il a du mal à l'utiliser parce qu'il y a des moqueries en fait, au sein de l'équipe. Donc ça Mhm. permet effectivement aussi, Oui, de parler du handicap, et puis de comprendre les difficultés pour certains et de l'accepter aussi. oui. Donc voilà, Effectivement, le c'est Cap Emploi peut être ce type d'interlocuteur. la Mais GFIP comme également. voilà, la J'ai des GFIP infos. également. Et s'il y a besoin d'aller plus loin, il y a également des structures qui proposent de parler du handicap autrement. Je pense notamment sur le 95, on a une association qui s'appelle Décabel et qui propose des spectacles dansants qui sont réalisés par des personnes en fauteuil roulant la plupart du temps, accompagnées par des personnes qui sont, elles, sans difficulté de mobilité, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est de vous dire qu'en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, vous pouvez aussi choisir pour cet aspect effectivement sensibilité, convaincre les personnes d'en parler, d'être à l'aise avec le sujet. Parfois, ça passe par des choses un peu plus ludiques que de Mmh. l'informatif et d'aller travailler sur ce que je vous ai dit moi au cours de cette présentation, sur ce qu'on appelle les représentations, parce qu'effectivement, le handicap relève de ce qu'on nous apprend depuis tout jeune, c'est que tout ce qui est différent de ce qu'on est, on a tendance à le mettre de côté. Donc, c'est aussi revenir sur des mauvaises représentations qui sont assez ancrées depuis longtemps et parfois, ça passe aussi par du ludique. Donc, il y a plein d'organismes, mais pareil, le Cap Emploi et la GFIP ont ce type de partenaires dans leur réseau. Donc, en fonction de comment vous voulez faire cette sensibilité, ils pourront vous donner le contact adéquat. Merci, Anissa. Il n'y avait pas d'autres questions du coup? Alors on n'a pas d'autres Non? questions, OK. donc on avait mis jusqu'à Donc 13h. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. oui, donc C'est la j'en les reviens dernières minutes. le temps que peut-être les dernières questions arrivent, j'en reviens sur les agendas. Donc le 1er juin à Aubonne, vous pouvez rencontrer votre conseiller OPCO si vous le souhaitez. Et notre prochain atelier en ligne, comme celui de ce midi, se réalisera le jeudi 29 juin. Il sera sur la thématique de l'alternance et c'est Anissa qui est avec nous ce midi qui aura le plaisir de pouvoir vous informer sur le sujet. Voilà, donc pareil, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le petit QR code pour qu'on vous inscrive et qu'on puisse prendre en compte votre souhait d'y participer pour vous envoyer le lien de connexion quelques jours avant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions, pour vos propositions de partage d'expérience. Du coup, c'était Hilda pour le fauteuil qui était derrière le Teams de Fabrice
avec nous, c'est pas grave, mais du coup, elle sait que je sais que c'est elle. Donc, pour rappel, nous sommes le réseau des services d'appairage du Val d'Oise. On peut vous rencontrer et échanger par téléphone avec vous pour toute question en lien avec vos ressources humaines. Donc, ce midi, c'était la thématique du handicap, mais ça peut concerner n'importe quelle problématique si jamais vous avez besoin. Vous trouverez sur cette dernière slide nos contacts si vous souhaitez revenir vers nous. Voilà. On vous remercie à nouveau pour votre présence avec nous ce midi, pour votre attention et votre participation. On vous souhaite certainement un bon appétit et de belles découvertes avec le handicap, on l'espère prochainement. Voilà. Au revoir et à bientôt à tous et à toutes.